Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Comme il est de coutume, on se retrouve tous les mercredis. Aujourd'hui, j'ai avec moi des amis journalistes. Nous allons bien sûr parler de la Côte d'Ivoire. Et nous avons aussi un invité spécial que je vais vous présenter tout à l'heure. Certainement, nous aurons le temps de faire une ouverture sur un pays ami à la Côte d'Ivoire, un pays voisin, un pays frère, qui est le Cameroun. Certainement que nous aurons peut-être juste quelques minutes pour en discuter. Je reçois aujourd'hui Monsieur Mathieu Boabré. Mathieu Boabré, bonsoir, que vous connaissez, journaliste de formation, correspondant du journal La Voix ici aux États-Unis. Il est passé à plusieurs reprises dans nos studios. Ça fait un temps qu'on l'a pas vu. Boabré, bonsoir, merci de ta présence. Bonsoir, cher ami. Voilà, j'ai aussi Monsieur Chérif Aïdara, que vous connaissez aussi. Il est le fondateur et directeur de publication du journal Le Griot, un journal qui est très lu au niveau des États-Unis et du Canada. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Et comme je le disais tout à l'heure, nous avons un invité spécial, Monsieur Désiré Elélé. Il est juriste de formation. Il est le secrétaire général du comité de base RDPC New York 3 et aussi le directeur de campagne du candidat René Ngomo pour les futures élections au Cameroun. Bonsoir, Monsieur Elélé, et merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, Monsieur Boabré, il y a juste au-delà de 1 an, le président Gbagbo se faisait arrêter et aujourd'hui conduit à La Haye. Il y a juste au-delà de 1 an, le président Alassane Dramane Ouattara arrivait au pouvoir en Côte d'Ivoire. 1 an après, quelles sont vos analyses? Merci, cher ami. Oui, effectivement, comme tu le dis si bien, cela fait 1 an que le président Gbagbo avait été arrêté par l'armée française et remis au docteur Alassane Ouattara, qui se trouve être le président de la République aujourd'hui. L'analyse qu'on fait, c'est que, comme tout le monde le voit, le président Alassane Ouattara, enfin, M. Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou pas. Nous sommes arrivés à cette situation, comme vous le savez, parce que à la suite des élections, chacun s'était proclamé un peu le vainqueur. Donc, au moment où on s'attendait à un récomptage des voix qui allait peut-être départager pour que tout le monde soit convaincu que voilà celui qui a gagné les élections, c'est plutôt une guerre qui a été servie à la Côte d'Ivoire. Et les effets de cette guerre, donc, sont que M. Alassane Ouattara a pris le pouvoir et qu'il dirige. Nous allons rentrer tout à l'heure dans les détails pour analyser un peu ces 10 mois, 11 mois de pouvoir de M. Ouattara. Mais la situation telle qu'elle est, la voilà. M. Gbagbo est aujourd'hui en prison à La Haye. On suppose que c'est lui qui a tué tous ceux qui ont été tués en Côte d'Ivoire. C'est son seul camp. Tout est M. Gbagbo. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a fait cela, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on n'a pas encore incriminé d'autres personnes dans un autre camp. Tout se passe comme si M. Gbagbo était le seul qui a combattu. Alors, on aura l'occasion de rentrer dans ces détails. Donc, voilà la situation que nous vivons. M. Gbagbo est à La Haye. On attend le 18 juin pour que les charges qui lui sont, tout ce qui lui est reproché soit confirmé. Alors, monsieur Chérif Aïdara, 1 an après, Bon. où va la Côte d'Ivoire? Vos analyses? Enfin, 1 an après, pour dire que où va la Côte d'Ivoire, bon, je peux dire que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la reconstruction, il faut le dire. Mais encore, je ne sais pas s'il faut répondre à M. Boabré, mais avec des précisions encore, parce que Boabré venait de dire tout de suite que c'est l'armée française qui a arrêté M. Gbagbo. Et je pense que c'est le mandat de Gbagbo finissant en 2005. C'est encore l'ONU qui a prolongé son mandat. Et c'est avec des accords que Gbagbo était là jusqu'en 2010. Donc c'est la même organisation internationale que l'ONU qui a encore demandé à ce que, après la Cour constitutionnelle, que l'ONU puisse compter les voix pour certifier. Et Gbagbo l'avait accepté. Donc à partir de là, les gens ne trouvaient pas nécessaire de pouvoir recompter encore les voix. Et effectivement, compte tenu que si tu prends les chiffres, je dis depuis 2000 en Côte d'Ivoire, le FPI n'a jamais gagné des élections au nord, et même quand le RDS s'était retiré. Donc les chiffres étaient clairs pour le côté de l'ONU et aussi au côté du RDS.
Donc pour moi, la Côte d'Ivoire est sur la voie de la reconstruction et de la réconciliation. Alors M. Boabré, aujourd'hui, je pense qu'il y a une seule Côte d'Ivoire pour tout le monde. Malgré les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus dans le temps, est-ce que vous voyez aujourd'hui un avenir, je dirais, une porte de sortie pour tous les Ivoiriens? Oui, la porte de sortie, pour aller à la porte de sortie, il faut rendre l'histoire de la Côte d'Ivoire telle qu'elle se passe. C'est ça le problème. Parce que quand on cherche à transgresser la vérité, à tout ce que tout le monde voit, ce n'est pas, vous savez, le plus souvent, ce qui nous tue, c'est que on croit que je suis Gbagboïs. Si je dis la vérité à Gbagbo, ou du moins si je regarde avec honnêteté ce que Gbagbo fait et que je lui dis que c'est mauvais, on croit que je suis, je sais pas, je suis un ennemi, je suis contre lui. C'est le problème qui se pose. L'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut la rendre telle qu'elle se passe. On l'a vu, M. Haïdara vient de dire que le mandat de Gbagbo était achevé en 2005 et que c'est l'ONU qui lui a dit. Bon, c'est des considérations dans lesquelles je ne peux pas rentrer parce que tout le monde connaît la constitution de la Côte d'Ivoire. J'attends le plus souvent dire que Gbagbo était au pouvoir, il n'a pas voulu organiser les élections, alors qu'on sait en Côte d'Ivoire pourquoi les élections n'étaient pas organisées en 2005. Bon, c'est des trucs qui sont vraiment réels, sur lesquels on ne va pas revenir parce que finalement, j'ai l'impression que les gens restent campés sur leurs décisions, enfin sur leur façon de voir et mettre entre parenthèses la réalité. Le mandat de Gbagbo achevé en 2005 avec une rébellion qui avait divisé le pays, qui ne permettait pas, selon la constitution ivoirienne, d'organiser les élections. Voilà ce qui faisait que on n'organisait pas les élections et que Gbagbo était au pouvoir. C'est pas que Gbagbo ne voulait pas organiser les élections. Bon, tout ça, c'est un peu, c'est derrière nous. Alors, vous parlez de l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire dépendra de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que j'entends souvent dire, les gens parlent souvent de réconciliation, de reconstruction, de dialogue. Bon, la réconciliation, moi, bon, écoutez, je me dis qu'on parle de réconciliation, c'est le mot, c'est-à-dire qu'on parle de réconciliation, mais on n'est pas encore prêt de nous réconcilier. Et puis, tous les actes qui se posent, qu'on voit là chaque jour, ne sont pas des actes qui sont vraiment adéquats pour une réconciliation en Côte d'Ivoire. Bon, M. Alassane Ouattara, ça il faut avoir le courage de le dire, et ça je le dis tous les jours, est dans une logique qui ne permet pas aux Ivoiriens de regarder dans la même direction. Déjà, quand vous suivez le parcours de M. Ouattara, déjà depuis 1999, ou bien depuis même qu'il a fait, disons, irruption sur la vie politique, dans la vie politique de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara avait lancé des phrases comme ça, qui aujourd'hui suivent encore la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, quand il avait dit qu'on ne veut pas qu'il fasse la politique parce qu'il est du Nord et qu'il est musulman, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il soit candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, dans la même logique, M. Ouattara nous dit qu'il est venu au pouvoir pour rattraper les nordistes, pour mettre à un même niveau ceux qui étaient dans l'administration. On le voit aujourd'hui, c'est le dégommage systématique des autres ethnies qui ne sont pas donc du Nord et qui ne sont pas musulmans. C'est pas moi qui le dis. Ça, c'est M. Ouattara qui l'a dit. Alors, dans ces conditions-là, quand on veut parler de réconciliation, quand on veut parler de l'avenir du pays, moi, je crois qu'il y a des frustrés qui vous regardent et qui vous disent, allez-y, nous, on vous regarde. Monsieur Chérif Haïdara, Monsieur Lélé, je serai à vous tout à l'heure. Monsieur Chérif Haïdara, Monsieur Boabré parle de dégommage ethnique. Alors, aujourd'hui, quelles sont véritablement les actions que les Ivoiriens doivent mener dans le sens de cette réconciliation dont vous avez parlé tout à l'heure, et pour bien sûr suivre les actions du gouvernement actuel? Ok, avant d'arriver là d'abord, je veux une précision. M. Boabré a dit que parce que le territoire était occupé jusqu'en 2005 et après 2005, on ne sont pas allés aux élections. Mais au même moment qu'ils sachent que le territoire n'était pas libéré par, disons, la rébellion, en 2010, nous sommes encore allés aux élections. Donc, quelque part, il y a une contradiction. Ça, c'est un. Lors du face-à-face du président de la République Ouattara avec la presse, c'était le mois dernier, il est revenu sur la question du rattrapage. Boabré vient de dire, les gens sont focalisés peut-être sur les dits. Moi, je peux accuser Gbagbo. Quand il a dit, si BD ne faisait pas quelque chose, qu'il allait trouver un Kabila sur son chemin. Est-ce que pourtant il avait dit que c'est BD qui a fomenté le coup d'État? Non. Donc, vous voyez l'équipe de Ouattara, c'est dirigé. Il y a toute la Côte d'Ivoire qui se retrouve dedans, effectivement.
Il y a toute la Côte d'Ivoire. Dit maintenant que Ouattara est en train de faire une discrimination et chose. Non. Ouattara, sa femme est chrétienne. La secrétaire générale du parti est une chrétienne. Donc, son entourage, les Amontano, sont quoi? C'est des sudistes. Donc, prendre quelques cheveux sur la soupe et dire que non, que la sauce est ça, je dis non. Il faut appeler les choses par le nom. Si on veut aller à la réconciliation, quelque part, on doit pardonner, on doit accepter l'un et l'autre. Moi, je me rappelle de la bonne Côte d'Ivoire, où quand il y avait Tabaski, les jeunes du Sud, chrétiens, partaient fêter avec les musulmans. Moi, je me rappelle bien, le 31 décembre, on partait à l'église, le 24, on partait à l'église, fêter avec nos amis. Mais qui a mis fin à ça? C'est le mot ivoirité et la pratique de l'ivoirité. Avec le régime Gbagbo, on ne se reconnaît plus. Moi, personnellement, on ne peut pas me parler du FPI. Non, je dis non. On était les premiers militants du FPI. Mais quand Gbagbo a dérapé, on a laissé. Mais quand on parle de Ouattara quand même, Gbagbo était avec Ouattara dans le Front républicain. Mais quand ça l'arrange, c'est bon. Quand ça l'arrange pas, c'est pas bon. Non. Il faut, reprenons l'histoire de la Côte d'Ivoire. Allons-y dans l'histoire comme je l'ai dit, et on continue le débat. Bon, écoutez, avant que tu ne passes la parole à l'autre tout à l'heure, vous savez, moi j'aimerais qu'on reste vraiment, qu'on soit concret, hein, qu'on soit réaliste, qu'on ne cherche pas un peu à distraire. Il y a un problème sérieux que tu as posé là, le problème de l'avenir de la Côte d'Ivoire. J'ai été concret là, hein. Je dis aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui est au pouvoir. Donc s'il y a quelqu'un dont on doit juger les actes, c'est M. Ouattara qui a pris le pouvoir depuis le 11 avril et autres. Donc en 5 ans, c'est lui qui doit rendre compte. C'est tous les actes qu'il pose là. Oublions tout ce qui s'est passé. Ce qu'il a dit en 99, foudroyer les régimes. Laissons tout ça. À partir du moment où il est au pouvoir, c'est lui qu'on juge. Ce n'est plus les actes de Gbagbo qu'on va lire dans le mandat de Ouattara. Monsieur Bouabré, quels sont les liens de cause à effet des actions de monsieur Gbagbo pour arriver aujourd'hui aux actions de monsieur Alassane Ouattara? Mais ce que Gbagbo a posé comme acte pour que Alassane Ouattara parle de rattrapage aujourd'hui, je ne les vois pas. C'est lui-même qui l'a expliqué. Il a dit qu'il a trouvé une administration où, disons en gros, les nordistes, les musulmans n'étaient pas représentés. Pourtant, il y a 40%, comme il a dit, je crois, 40% de nordistes, mais qui ne sont pas à des postes de responsabilité au pays. Bon, ça, je suis vraiment étonné. Je ne sais pas de quelle Côte d'Ivoire M. Ouattara est en train de parler. Chérif est là, Aïdara, il est là. Et personne, à part M. Ouattara, ne peut dire qu'aujourd'hui, avant même que lui n'arrive au pouvoir, les postes de responsabilité, il n'y avait pas de... Quand même, on a vu comment il s'appelle, le président de leader Koulibaly Mamadou, on a vu le président de l'Assemblée nationale, le président de la Cour, comment il s'appelle, celui qui promet les gens, la chancellerie qui était dans les mains de Youssouf, un certain Youssouf là. Mais ils étaient pleins de cadres du Nord qui étaient dans l'administration ivoirienne. Mais M. Ouattara nous a appris que quand il est arrivé, il fallait que lui, il fasse le rattrapage. Ça, c'est le mot. Je dis, c'est un problème clé que tu as posé. Moi, je vais poser la question ici. Je m'excuse. Oui. Monsieur Aïdara, ouais. Je pense qu'il y a ce problème de Nord. La consonance peut être du Nord, mais en réalité, il y a des gens du Sud qui ont des noms nordistes. Il y a des gens du Sud, de l'Ouest qui ont des noms nordistes. Alors, pourquoi est-ce qu'on se focalise tant sur le nom? Ok. Parce que c'est juste la consonance ou bien c'est l'origine? Non, mais on se focalise pas sur le nom. M. Ouattara a dit les nordistes. Okay. Voilà, il a dit nordistes. Donc, c'est pas une question de nom. C'est-à-dire tous ceux qui viennent du Nord, c'est lui, il va rattraper. C'est eux, il va rattraper. M. Ouattara est revenu sur la question quand il a eu le débat avec Brouaka Pascal et puis la dame de Fantété Matin. Il a bien expliqué comment il est entré dans les détails qu'il n'avait pas dit comme ça. Et moi, je n'ai pas vu la première vidéo où Ouattara a parlé de rattrapage, mais j'ai vu la seconde vidéo. Quand il a fait son interview en direct, il a bien expliqué comment les gens ont utilisé le mot rattrapage. Il dit, lui, à sa connaissance, il n'a jamais parlé de rattrapage. Ça, c'est deux. Ça, c'est M. Ouattara qui l'a dit sur les antennes de la télévision ivoirienne. Moi, je parle des faits. Donc, selon M. Ouattara, il y a eu une mauvaise interprétation du mot rattrapage. Wow. Moi, je parle des faits. Des faits, c'est quoi? Est-ce que M. Ouattara, dans son entourage, il y a des sudistes, il y a des nordistes? Je dis oui. Est-ce que M. Ouattara, dans l'administration ivoirienne, il y a des sudistes, il y a des nordistes? Je dis oui. Donc, quand je regarde les faits, je dis là, c'est pas sur ça que nous devons nous focaliser. On parle aujourd'hui de l'avenir de la Côte d'Ivoire, effectivement.
C'est lui qui a parlé de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi moi je fais un backup pour le rappeler, les dires ou les déclarations des différents acteurs politiques. Mais si nous voulons parler de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Oui, nous allons arriver. Il fallait d'abord faire une genèse. Je crois que nous allons arriver. Monsieur Lélé, vous êtes juriste de formation, vous êtes aussi politicien. Vous représentez un grand parti. Si vous êtes le directeur de campagne d'un candidat au Cameroun, on va tout à l'heure parler du cas du Cameroun. Est-ce que, je posais la question tout à l'heure à mes invités de faire une analyse sur la Côte d'Ivoire. Vous, en tant que, je dirais pas Camerounais, mais en tant qu'Africain, parce qu'aujourd'hui, moi j'ai un problème de savoir, de dire, il est Ivoirien, il est Guinéen, il est Sénégalais, il est Camerounais. Moi j'aime beaucoup plus parler d'Africain. Vous, en tant qu'Africain, alors quelle analyse faites-vous sur ce genre de système en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire? Merci de me donner la parole. J'observe le problème ivoirien depuis que ça a commencé. Et je constate qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu, n'est-ce pas, un phénomène qui s'est produit avec, n'est-ce pas, l'avènement de M. Ouattara dans la politique ivoirienne. Parce que lorsque je regarde l'histoire de la Côte d'Ivoire était un pays stable avant que M. Ouattara n'arrive dans la politique. Et depuis qu'il est arrivé, il y a eu, n'est-ce pas, des mouvements de refus, n'est-ce pas, de reconnaître qu'il y a une constitution en Côte d'Ivoire. Il y a un ordre constitutionnel qu'il fallait respecter. Monsieur, j'ai suivi un homme politique ivoirien qui a parlé, n'est-ce pas, du problème de la Côte d'Ivoire. Il dit que lorsque monsieur Fouet-Boigny était malade sur son lit, il y a eu monsieur Ouattara qui a commencé à faire des manigances derrière pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une succession. Mais est-ce que ce n'est pas le propre de l'Africain aujourd'hui qui conçoit autrement la définition de la démocratie ou de l'interprétation des différentes constitutions? Parce que quand on prend par exemple les constitutions, la constitution des pays africains, elles sont d'une manière ou d'une autre, il y a un rapprochement, elles sont similaires. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise interprétation de la constitution de nos pays? Je veux rester dans ce que je disais tout à l'heure. Je disais, n'est-ce pas, que lorsqu'il y a un ordre constitutionnel, il y a un successeur constitutionnel qui est bien établi par la Constitution. Il faudrait que les hommes politiques qui sont en place puissent, n'est-ce pas, respecter, n'est-ce pas, cet ordre constitutionnel. Il était question que ce monsieur Bédié qui devait remplacer monsieur Fouet-Boigny lorsqu'il devait partir du pouvoir. Mais monsieur Ouattara, il se trouve que monsieur Ouattara a commencé les manigances. Ça, c'est un. Deuxièmement, on n'arrive pas au pouvoir dans un pays par les armes. On ne va pas chercher, n'est-ce pas, l'Occident pour venir nous aider, n'est-ce pas, à prendre le pouvoir. Moi, je pense pour ma part que M. Ouattara, ça, je pèse mes mots quand je le dis. M. Ouattara, c'est une marionnette, n'est-ce pas, de l'Occident. Car, pour arriver au pouvoir, il a eu besoin, n'est-ce pas, des chars français pour s'installer au pouvoir. Alors, moi, je pense que lorsqu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, il fallait, n'est-ce pas, il y a eu un organe constitutionnel qui a déclaré un candidat vainqueur. L'organe constitutionnel, c'était la Cour constitutionnelle. Monsieur Lélé, est-ce que vous ne pensez pas que tous nos présidents en Afrique sont des marionnettes des grandes puissances? Je ne pense pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des présidents véritablement indépendants en Afrique qui ne dépendent pas des grandes puissances? Je pense qu'il y a une panoplie d'hommes africains, de présidents qui sont au pouvoir, qui ont eu leur pouvoir, usurpé leur pouvoir, parce que je parle d'usurpation de pouvoir, qui ont usurpé leur pouvoir avec, n'est-ce pas, l'aide de l'Occident. Mais il y a d'autres, par contre, qui ont leur pouvoir par une légitimité populaire. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. M. Ouattara est au pouvoir parce qu'il a eu, n'est-ce pas, l'aide de l'armée française. Ok, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Aïdara, oui. Nous allons véritablement, vous savez, je crois qu'on a fait un peu la genèse. Oui. Nous allons parler aujourd'hui de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce que quand on dit Ivoirien, c'est nous, c'est toute l'Afrique entière. Alors, où est-ce que la Côte d'Ivoire s'en va? Le président Alassane a beaucoup de programmes de reconstruction du pays qu'il a mis en place. Il y a le programme de la réconciliation. Alors, est-ce que aujourd'hui, par exemple, vous pensez que la Côte d'Ivoire peut se réconcilier avec ses enfants et que la Côte d'Ivoire peut devenir la Côte d'Ivoire d'avant,
comme le disait tout à l'heure M. Lélé, comme l'avait reconnu et comme M. Boabre aussi l'a reconnu? Oui, effectivement, on doit se réconcilier. On a l'obligation de se réconcilier. On n'a même pas le choix. Les politiciens vont partir, mais nos enfants vont rester. Nous devons bâtir une nouvelle génération qui se réconcilie. Mais pour des précisions à M. Lélé, je dis bien que concernant le respect de la Constitution, moi j'ai encore ma mémoire en place. En 2002, Guy s'était autoproclamé président de la République. Et M. Gbagbo avait aussi la Constitution, un recours constitutionnel qui le permettait d'aller voir la cour constitutionnelle pour faire une réclamation. Mais il n'a pas fait. Il a appelé les gens dans la rue pour descendre. Nulle part dans la Constitution ivoirienne, nulle part, je dis nulle part dans la Constitution ivoirienne, qu'on dit, en cas de fraude électorale, vous devez appeler les gens de descendre dans la rue pour prendre le pouvoir. Dans là, il y a eu violation de la Constitution, et avec l'appui du gouvernement français, je me rappelle bien, M. Josselin, ministre de la coopération française, il a dit quoi? C'est illégal, mais c'est légitime. Mais ça, il n'y a pas ça dans la Constitution. C'est juste une précision. Donc, nous sommes obligés de se réconcilier, pas pour les politiciens, mais pour nous-mêmes, pour nos enfants. On n'a pas le choix. Les politiciens vont faire les jouer, mais et nous? Nous devons continuer à vivre ensemble, on n'a pas le choix. Donc, nous devons faire l'effort de nous emparer de la réconciliation. Et de montrer aux politiciens, moi, je n'ai pas d'état d'âme, je le dis. C'est vrai, j'ai voté M. Ouattara, mais si je regarde son bilan, après, en 2015, si ce n'est pas satisfaisant, je vote un candidat que je veux. Je ne suis pas attaché à lui par rapport à lui. Je l'ai soutenu par rapport à une cause. Et maintenant, si le pays est sur les règles de la démocratie, si un candidat est plus convaincant, même s'il n'a pas les moyens de choses, mais je vais le voter. Moi, je n'ai pas d'état d'âme en politique. Donc, je pense que nous sommes obligés de se réconcilier. Monsieur Boabre, c'est vrai que nous avons fait la genèse. Hier, on s'est battu. On mangeait tous dans les mêmes plats. Aujourd'hui, on partage les plats complètement différents. On ne mange plus dans les mêmes plats. Alors, vous, à votre sens, qu'est-ce que tout le monde, je dis bien tout le monde, quand je dis tout le monde, je dis tous les Ivoiriens doivent faire, tous ensemble, pour que nous nous retrouvions dans la situation d'antan? Bon, moi, comme je... À un moment donné, on n'a pas autre choix que de manger ensemble. Oui, mais enfin, c'est ce que je dis très souvent, on parle de réconciliation. D'abord, je me demande, est-ce que vraiment en Côte d'Ivoire, les gens sont tellement palabres, comme vous le dites, pour se réconcilier? Normalement, si nous voulons voir, voilà, Chérif Aïdara, lui et moi, on se voit, j'étais aujourd'hui avec les Fatouré, les autres, les CA et autres. Bon, je ne sais pas si vous avez eu un problème avec quelqu'un qui n'est pas du RDA ou bien qui n'est pas du RHDP. Je ne vois pas tellement le problème qu'il y a eu dans la société pour que la réconciliation devienne aujourd'hui... un os dans la gorge. Un os, enfin, quelque chose dont on doit parler tous les jours. Pour moi, il n'y a pas de problème fondamental entre les Ivoiriens pour parler de réconciliation. Quelle est la priorité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Voilà. Quelle est la priorité aujourd'hui en Côte d'Ivoire? S'il faut parler de réconciliation, puisque les gens parlent de réconciliation, s'il y a réconciliation à faire, comme j'ai eu à le dire, s'il y a des gens qui doivent se réconcilier, parce que c'est en leur nom qu'il y a eu des tueries en Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont fait que la Côte d'Ivoire se trouve là où elle est aujourd'hui. Tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, chacun de son côté, a eu à, si tu veux, exagérer les propos de son leader. Donc, ce sont ces leaders-là qui doivent se réconcilier. Pour moi, hein, comme j'ai eu à le dire, si M. Ouattara et M. Gbagbo, M. Ouattara et M. Bédié d'un côté et M. Gbagbo s'asseyent sur une table, ils demandent pardon aux Ivoiriens, on n'a même pas besoin de former les comités les commissions de vérité et réconciliation qu'on utilise aujourd'hui pour engloutir des sommes énormes d'argent. On n'a même pas besoin de ça. Il suffit que M. Ouattara et M. Bédié et M. Gbagbo disent aux Ivoiriens, on vous demande pardon pour ce qu'on a fait, c'est à cause de vous, tout cela s'est passé, il n'y a pas de problème, nous on s'est réconciliés, tout est joué. Mais il y a une situation de fait ici, M. Boabre. Oui. La situation de fait, c'est que le président Gbagbo est à La Haye. À La Haye. Donc malheureusement, ce que vous prenez ne peut pas avoir lieu. Donc, quelle est l'alternative ici? L'alternative, c'est ça même qui fait que la réconciliation, elle pose problème. C'est-à-dire quand deux camps se battent et qu'on vient au pouvoir, qu'on pratique la justice des vainqueurs et qu'on dit, c'est-à-dire qu'on se dit, nous on n'a rien à voir dans ceux qui sont morts et que c'est ceux-là qui ont tué les gens, mettez-les, envoyez-les à La Haye, mais quand même réconcilions-nous. Je me dis quelque part que c'est une comédie. Monsieur Aïdara, la justice des vainqueurs, est-ce que c'est propre à la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas un peu universel? Non, je pense qu'il faut prendre l'opposition dans ces mots. Hein.
je vois bien quand M. Gbagbo a été arrêté, l'intention qu'on voyait, c'était que Gbagbo devait être jugé par la justice ivoirienne, n'est-ce pas? Et déjà, dans les journaux de l'opposition, on disait déjà la justice des vainqueurs. Moi, je pense que l'AE donne l'opportunité au président Gbagbo, que je respecte bien, de s'exprimer, que la vérité éclate pour dire qu'il est innocent. Je ne vois pas, peut-être, même si, pas avec l'appui du président Ouattara, mais chez nous, en Afrique, nous savons que la justice n'est pas libre. Nous le savons bien. Le juge, même souvent, s'auto-torture pour pouvoir satisfaire le pouvoir en place. Donc, maintenant, s'il a la haine, je pense qu'il a l'opportunité, quand même, une chose, d'exprimer qu'on appelle son innocence. Donc, je pense que c'est une opportunité pour lui. Maintenant, où je suis d'accord avec M. Boabré, les hommes politiques doivent faire des gestes forts envers la population. Effectivement, des paroles qui peuvent apaiser le cœur. Parce que ça à travers, on dit quand le poisson veut pourrir, c'est par la tête. Donc c'est à travers eux qu'effectivement, ceux-là doivent faire des efforts réellement. Et nous, population aussi, nous devons faire nos efforts aussi. En pressant ces leaders aussi, de dire nous on est fatigués. Je dis que parmi les Ivoiriens, peut-être que, je le dis toujours, je suis l'homme qui est au milieu. Peut-être qu'on ne sait pas. J'ai une grand-mère qui vient de Mans, j'ai une grand-mère qui vient de Guinée, je suis né au sud, je vais te parler la bière comme tu le veux. Donc tu vas faire, moi tu peux pas. Je suis au milieu. Et ma femme vient de Ouagayo, tout le monde le sait. D'où tu as même placé? Je suis quel Ivoirien de quel bord? Non, j'ai mon opinion politique. Il faut qu'on se respecte. Donc à partir de là, nous devons faire des efforts pour se réconcilier. Et comme il a dit, nos dirigeants doivent lancer des messages qu'on appelle d'apaisement. Vous voyez un peu, il y a eu le Front républicain, je reviens là-dessus. Ça c'était Gbagbo et Alassane Ouattara contre Bédié. Il y a eu le Front patriotique, ça c'était Bédié, Gbagbo contre Ouattara. Il y a eu maintenant le RHDP, les deux contre Chaud. Donc au fond, ils se battent pour des, qu'on appelle ça, pour des structures politiques. Pour eux-mêmes. Donc s'ils ont fait des fronts hier, ils peuvent encore se réconcilier. Dans ce cas, par exemple, je pense que c'est vrai parce que, vous savez, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Boabré qui a dit que les hommes politiques doivent s'asseoir et puis le reste de la population va suivre. Monsieur Lélé, vous êtes juriste de formation. Le président Gbagbo est aujourd'hui à La Haye. Selon la vision du juriste, il doit passer devant le juge le 18. Est-ce que vous attendez à une libération du président Gbagbo? Premièrement, je voudrais dire ceci. S'il y a justice à faire, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on établisse, n'est-ce pas, l'équilibre au niveau de la justice. Parce que la justice, le symbole de la justice, c'est la balance. Alors, si sur une balance, on met 2 poids avec des différentes mesures, ça veut dire que la justice est faussée. Alors, on se pose la question de savoir comment on est arrivé là. Il y a eu 2 personnes qui ont discuté le pouvoir, parce qu'il s'agit de ça. Il y a eu 2 personnes qui ont discuté le pouvoir, et une personne a gagné, a enlevé l'autre pouvoir. Alors, comment cette personne qui a enlevé l'autre pouvoir en est arrivée là? Par les armes. Il y a eu des tueries. Oui, mais d'accord, on ne va plus revenir sur ces faits. La question que je posais... Je vais reprendre. Monsieur Lélé, la question que je posais, vous avez dit ça tout à l'heure, la question que je posais, le président Gbagbo est aujourd'hui à La Haye, c'est une situation de fait. Vous êtes juriste de formation. Est-ce que vous pensez qu'avec les faits, comme M. Boabré le disait tout à l'heure, il faut établir les faits, les faits d'accusation? Est-ce que vous pensez que la justice de La Haye, comme l'avait dit tout à l'heure, le symbole de la justice c'est la balance? Est-ce que vous pensez que cette balance existe véritablement à La Haye? Et vous pensez que le président Gbagbo va sortir pour aborder un peu dans le sens de M. Boabré qui a dit que les politiciens doivent s'asseoir autour de la même table? Je ne pense pas qu'il puisse avoir justice. Parce que même au niveau de La Haye? Je ne pense pas. Parce qu'il y a, n'est-ce pas, une influence occidentale. M. Ouattara au pouvoir parce que les Occidentaux ont voulu qu'il soit au pouvoir. Alors, comment voulez-vous que... Donc vous pensez que la justice de La Haye est partielle? Je pense que M. Gbagbo a été illégalement transporté à La Haye. Et qu'il n'a pas, n'est-ce pas... S'il y a une personne à être à La Haye, c'est M. Ouattara. Mais aujourd'hui, mais la situation de fait aujourd'hui est que M. Gbagbo est entre les mains de La Haye. Alors, maintenant, il n'est plus entre les mains de la justice ivoirienne. Maintenant, ce qu'il faut faire au niveau, n'est-ce pas, de La Haye, c'est de faire en sorte que les juges qui vont juger M. Gbagbo soient les juges impartiaux. Il faudrait, n'est-ce pas, que les avocats de M. Gbagbo s'arrangent parce que les juges, ces juges-là, ne soient pas les juges qui sont influencés, par exemple, par la France.
Parce que M. Sarkozy, il a un pouvoir très accentué sur tout ce qui se passe dans le monde, dans les organisations internationales du monde. Alors, si M. Sarkozy peut nous rassurer, parce qu'il s'agit de lui, il peut nous rassurer que M. Gbagbo sera jugé dans les normes, je pense que M. Gbagbo sera libre. Parlons de justice, voilà, parlons de justice, Chérif a dit tout à l'heure que bon, ben, si Gbagbo était jugé en Côte d'Ivoire, on n'allait pas croire en la véracité de ce que la justice va décider. Donc c'est pour cette raison qu'on a eu à le transférer à La Haye. Et cette même justice-là, enfin, ces mêmes personnes qui ont dit cela, aujourd'hui, refusent que on suive la logique, c'est-à-dire ceux qui sont inculpés, qu'on doit inculper aujourd'hui, on les emmène en justice parce que on les emmène à la CPI, parce que la caméra est braquée maintenant de leur côté. Voilà comment ça devient complexe. Au début, en l'espace de quelques 2 mois, on a dit qu'on a fait des enquêtes et on a trouvé que Gbagbo méritait d'aller à La Haye. Il est parti. Aujourd'hui, on continue, alors qu'on continue les enquêtes, on les ramène même jusqu'en 2002, où la rébellion qui a été créée par M. Soro a massacré des Ivoiriens, où il est question à ce que M. Soro aille à La Haye. On dit non, maintenant on ne va plus permettre que les Ivoiriens aillent à La Haye. La justice est bien dotée aujourd'hui pour juger les gens qui ont commis ces genres de crimes-là. Alors, ça fait 2 poids, 2 mesures qui sont vraiment, qui inquiètent et qui, on se demande bien où on va. En plus de cela, vous avez parlé de la CPI tout à l'heure, où on voit le procureur de la CPI qui écrit de sa main une lettre dont les journaux ont parlé tout récemment, féliciter le président, comment il s'appelle, ouais, le président de l'Assemblée nationale, M. Soro, pour sa nomination, comme il a dit. C'est quelle justice ça? Voilà pourquoi quand le monsieur Alain parle de justice de la CPI qui est sous influence, effectivement, il faut y réfléchir. C'est quelle justice? Toi, le procureur, qui a à charge tous les dossiers de ceux qu'on sait qu'ils doivent partir à la CPI ou alors sur lesquels les soupçons sont en train de peser. Tu leur envoies des lettres pour les féliciter. Bon. C'est écœurant, c'est révoltant, mon cher ami. Monsieur Aïdara, je serai à vous tout à l'heure. Monsieur Boabré, oui. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Comment voyez-vous la Côte d'Ivoire dans les 5 années à venir? Et si vous avez certainement, si M. Alassane est assis devant vous aujourd'hui, de quoi allez-vous entretenir avec lui pour le bon devenir de la Côte d'Ivoire et la préservation des acquis des générations futures? Ok. Pour être concrètement, voilà ce que je lui dirais, hein, sincèrement. Vous savez, moi je travaillais à la... Je dis qu'on s'est battu hier, c'est vrai, mais aujourd'hui on pense à la Côte d'Ivoire. Voilà. Ce qu'il va arrêter dans un premier temps, c'est le dégommage ethnique. Ça, c'est très important. Parce que moi, vous ne pouvez pas me mettre à la porte dans un travail dans l'administration ivoirienne pour rien. Et puis, je vais être content de vous. Et surtout en se basant sur l'ethnie et la religion. La religion et l'ethnie. Ça crée des frustrés. Et on se rappelle, en 2002, les gens ont dit c'est parce qu'ils étaient frustrés qu'ils sont allés prendre des armes. Alors, évidemment, ces frustrations-là vont entraîner d'autres personnes à aller prendre des armes et on ira de rébellion en rébellion. Donc, si je suis en face de M. Ouattara, je lui dirai que voilà, M. Gbagbo a dirigé ce pays et comme moi-même, je l'ai dit, je travaille dans l'administration ivoirienne jusqu'en décembre. Aucun fonctionnaire du pays n'avait son salaire en retard. Je le dis, moi-même, j'étais payé avant le 25 du mois. Régulièrement, je recevais mon salaire, comme tous les autres employés de l'administration ivoirienne. M. Ouattara prend le pouvoir à partir de janvier, parce que c'est là qu'il a eu la signature de la BCAO et autres. M. Ouattara, qu'on a cru qui était économiste, qui est venu, on a applaudi donc à grands cris, arrive, et du coup, il n'y a plus d'argent dans le pays. Du coup, les salaires sont bloqués, les renvois systématiques dans toute l'administration. M. Ouattara qui a prévu près de 2 millions d'emplois aujourd'hui, si vous comptez ceux qui sont partis de l'administration, si vous comparez le nombre de ceux qui sont partis de l'administration au nombre de ceux qui viennent, qu'on a créé des emplois là, mais c'est alarmant. Je vais dire à M. Ouattara, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup, le financier, l'homme des finances, l'homme qu'on croyait être un grand financier, arrive et il n'y a plus d'argent dans le pays
et les familles sont en train d'être disloquées. Monsieur Chérif, monsieur Aïdara, Oui. c'est vrai que lors de la campagne présidentielle, le président Alassane a fait beaucoup de promesses, pluie de milliards, boulot pour la jeunesse, reconstruction du pays, grand chantier en Côte d'Ivoire. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Surtout le boulot pour nos jeunes gens, nos jeunes frères sortis des universités. Okay. Pourquoi ça tarde tant? La vie en Côte d'Ivoire devient de plus en plus chère. Personne ne peut aujourd'hui, je dirais, se nourrir, avoir les 3 repas par jour. Les chauffeurs de taxi de Woro de Baka ne peuvent plus nourrir leur famille parce que ne peuvent plus acheter le carburant. Alors, où allons-nous? Merci. Par rapport à toutes ces promesses. Ok. Concernant la cherté de la vie, hein, je le dis et je répète, moi je suis contre les prix actuellement. Je me bats pour cette cause parce que je suis issu d'une famille vraiment modeste et je connais à peu près les revenus des gens. Mais c'est une situation que Ouattara a trouvée. Le prix du carburant, le prix du riz et tout, il n'y a pas eu de nouvelle augmentation par rapport depuis 2010. Mais actuellement, ils ont essayé de réduire les prix du riz et tout et tout. Et moi, je dis qu'encore, ce n'est pas suffisant. L'électricité et l'eau, c'est des prix qui ont été augmentés. Pas par le régime de Ouattara, mais par l'ancien régime. Ça, c'est vrai. Concernant l'administration, ça a eu beaucoup de peine quand vous voyez un frère, qu'on le licencie, quelles que soient les raisons et tout et tout. Je ne suis pas d'accord. Mais un État a ses responsabilités. L'administration ivoirienne se trouve aujourd'hui avec 170 000 fonctionnaires, qui est l'équivalent du nombre d'employés de la Sonatrach. La Sonatrach, c'est la société de pétrole et de gaz de l'Algérie, qui est l'une des plus grandes compagnies d'Afrique aujourd'hui. Est-ce que vraiment la Côte d'Ivoire peut se permettre 170 000 fonctionnaires? Imaginez-nous. Où quitter l'argent? Quelle est leur place dans l'administration? Si M. Ouattara pense réellement qu'il y a un effectif pléthorique, oui, mais que ça se fait dans la légalité et dans la transparence. Je suis contre l'élimination ou le dégommage des gens par rapport à leur nom, par rapport à leurs détenus. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Si c'est en train de se faire, qu'on arrête, moi je ne suis pas d'accord. Mais pour le moment, je n'ai pas de preuves par rapport à ça. Ça, c'est 2. Donc, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est en marche. C'est des réalités. Il y a des grands chantiers qui sont en œuvre. Et aussi, sur le plan économique, il y a une croissance de 8% qui est annoncée. Donc, on ne peut pas parler. Non, on ne peut pas parler. Mais je l'ai dit la fois dans la dernière émission, une croissance de 8% ne suffit pas pour éradiquer la pauvreté. C'est une question de temps. Donc, je ne peux pas dire la Côte d'Ivoire de 2009 et la Côte d'Ivoire de 2011. Non, je dis qu'il y a un progrès, nous allons vers un progrès. Mais tout ça va dans la stabilité et dans le renforcement de la démocratie. Alors donc, vous pensez par exemple que d'ici certainement, combien de temps donnez-vous au gouvernement actuel pour certainement respecter ce programme de campagne présidentielle? Moi, si je dois faire si je dois me prononcer réellement, peut-être je dis que le gouvernement a besoin d'un minimum de 36 mois pour voir un début de solution au projet. Parce que, imaginez-vous, quand on vient pour faire une usine, c'est pas en 2 jours. Hein? La construction de l'usine va vous prendre au moins 8 mois, 9 mois, et avant d'employer les gens. Donc, c'est pas en un jour. Puisque l'État même est incapable de pouvoir embaucher. Je vois aujourd'hui, au niveau de la Sotra, on avait licencié 1000 personnes, mais la Sotra vient de réengager 300 personnes. Donc, il y a quand même un début de croissance. Ça, il faut accepter. Oui. Bon, moi ouais, je suis d'accord. Attends, tu vas rapidement. Hein, tu m'excuses, hein, Lélé, ce que Chérif a dit tout à l'heure. C'est très important. Moi, c'est ce que je dis. Hein, c'est-à-dire, il faudrait que nous, les hommes de médias, enfin, tous ceux qui écrivent, enfin, qu'on cesse de reprendre souvent le refrain des dirigeants. De quelque bord politique que ce soit. J'allais vous poser la question. Voilà. Quel est le rôle de la presse? Voilà. C'est-à-dire, voilà. C'est ça. C'est-à-dire, la presse doit se mettre au service du peuple. Allez-y. Oui. Sans ça, si on doit se contenter de chaque fois reprendre comme à la chorale le refrain des dirigeants, il fait beau. Donc demain, nous on écrit, oh, il fait beau en Côte d'Ivoire. On dit, la croissance a augmenté de 10%. Ah ouais, la croissance. Sans que nous, on aille vers la population pour savoir si effectivement ce que le dirigeant a dit là, la population le sent. C'est ça, les 8% dont M. Chérif a parlé, nous sommes contents que le président Ouattara dise que bon, il y a 8%, 10% qui arrivent, mais encore faut-il que le citoyen lambda profite de ces 8% là, qu'il sente qu'effectivement qu'il y a, c'est comme le président parlait tout récemment de la sécurité en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est même pas politique, hein.
C'est-à-dire, il parlait de la sécurité, il disait aux gens la sécurité est revenue au pays, alors que dans la même période, on parlait de 5 morts à Ara, de 10 morts à Tabou, de 5 morts à Vavoua. Malgré tout ça, le président dit que la sécurité est revenue. Alors, c'est là que je dis qu'il faut faire très attention. Parce que le dirigeant, l'homme politique, lui, il est là pour défendre son pouvoir. Il veut que tout soit beau, tout ce qu'on dise de lui soit beau. Mais nous, là, qui observons la vie politique ou bien la vie de la nation, on se met au service du peuple. Il faudrait qu'on fasse très attention à ce que les dirigeants disent. Tout à l'heure, je reviens dessus quand on a parlé des renvois, des problèmes. Moi, mon problème, ce n'est pas que si M. Ouattara a décidé, le pouvoir en place a décidé de renvoyer, de licencier des gens, et qu'il a des raisons pour les licencier, ok. Mais moi, ce que je ne comprends pas, M. Gbagbo a dirigé ce pays de 2002 jusqu'en 2010, là, avec une rébellion qui avait divisé ce pays. Et donc, M. Gbagbo utilisait les ressources de la moitié d'un pays pour payer les salaires de tous les fonctionnaires et de tous les agents de l'État sans distinction. Il n'y a pas eu ni de rabais, ni de licenciement. Rien. Avec la moitié des sources de revenus du pays. M. Ouattara arrive au pouvoir en 2011 avec pour source de revenus toute l'étendue du pays. Toute l'étendue du pays. Mais comme on le dit, hein, le pays n'est plus divisé. Donc M. Ouattara gère le pays dans son entièreté. Mais malgré ça, paradoxalement, il n'y a plus d'argent dans le pays. Il faut renvoyer des gens, il faut les licencier partout où on passe. C'est ce que je n'arrive pas, moi, à m'expliquer pour l'homme des grandes finances que M. Ouattara est. Là, on ne parle même pas de politique. Hein. M. Chérif est d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui cloche. Je veux bien qu'on m'explique pourquoi. Monsieur Lélé, est-ce que ce n'est pas un peu le propre de nos hommes politiques en Afrique? Parce que j'aime bien dire l'Afrique, j'aime pas dire la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que vous êtes Camerounais. Oui. Je sais que les problèmes que la Côte d'Ivoire connaît sont certainement des problèmes que le Cameroun aussi connaît, que le Mali connaît. Aujourd'hui, il y a des problèmes au Mali. Il y a eu des problèmes hier au Burkina. Oui. En Guinée-Bissau, les militaires viennent de prendre le pouvoir. Alors, est-ce que ce n'est pas véritablement des problèmes que toute l'Afrique, les pays africains connaissent de manière générale? Et à vous, en tant que juriste, quel est véritablement aujourd'hui le rôle de la presse? Je sais que vous n'êtes pas un homme de presse, mais vous êtes juriste. Quel est le rôle de la presse aujourd'hui dans, je dirais, ce mal qui est en train de ronger notre Afrique? Oui, premièrement, pour répondre à la question que vous avez posée, je pense que en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a une injustice qui se passe avec le licenciement. Et quand je regarde le cas du Cameroun, par exemple, il y a des opposants au Cameroun, il y a des personnalités qui sont contre le gouvernement en place, contre la politique telle qu'elle est menée par M. Biya. Mais ces hommes, s'ils sont dans l'administration camerounaise, ne perdent pas leur emploi intempestivement. Ces hommes gardent leur emploi. M. Boabré, qui est un ami, c'est un journaliste de formation, c'est un homme calé, mais M. Boabré, aujourd'hui, n'a pas son emploi. J'ai causé avec plein de personnes à l'ambassade qui ont perdu leur emploi. La représentation diplomatique à l'ONU de la Côte d'Ivoire. Il y a plein d'employés de cette représentation diplomatique qui ont perdu leur emploi. Alors, quand vous causez avec ces gens, ils vous disent qu'ils ont perdu leur emploi parce qu'ils sont bêtés. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, dire que c'est un problème qui est ressenti sur tout le territoire africain, je dis non. Parce que je viens d'un pays où il y a des ethnies qui sont contre le président de la République, mais qui, lorsqu'ils ont un poste dans une administration camerounaise, ils gardent leur poste, ils gardent leur emploi. Alors, la deuxième question, le rôle, n'est-ce pas, de la presse, des médias. Je pense que les médias ont un souci, un devoir majeur vis-à-vis, n'est-ce pas, de la population. Les médias doivent avoir joué, n'est-ce pas, le rôle d'investigateur qui est le leur. Alors, pour jouer ce rôle d'investigateur, il faudrait bien que les pouvoirs publics, n'est-ce pas, leur donnent, n'est-ce pas, cette lassitude. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, je pense que il y a, n'est-ce pas, un bâillonnement, n'est-ce pas, de la presse. Lorsque la presse écrit, je pense qu'ils sont, n'est-ce pas, traqués par les forces républicaines, parce qu'on ne voudrait pas que ces hommes des médias écrivent des choses négatives qui vont porter, n'est-ce pas, atteinte à la politique, à la personnalité du président Ouattara. Et un jour, n'est-ce pas, j'ai posé la question
à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies. Je lui ai posé cette question. Je lui ai dit, monsieur, on parle de réconciliation. On parle, n'est-ce pas, du pardon. Comment se fait-il que, et vous dites que vous êtes des démocrates, comment se fait-il que lorsque l'opposition s'exprime, n'est-ce pas, ses opinions sur les actions que vous avez commencé à mener dans la politique, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire, vous les arrêtez, vous les interdisez de parler? Ça veut dire que quelque part, il y a un problème de votre part aussi. Hein? Vous ne pouvez pas dire que nous sommes les démocrates, vous sonnez la cloche, nous sommes les démocrates, nous ne voulons plus faire comme ce que nous avons reproché à M. Gbagbo. Mais vous le faites. Et vous dites que vous êtes des démocrates. Je pense que la presse doit, n'est-ce pas, décrier, n'est-ce pas, ce genre d'action. Et je pense, et je me dis aussi que les hommes de presse en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont du bord, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. Je pense qu'ils ont un devoir d'objectivité vis-à-vis de la population. Parce que si vous dites que vous êtes un homme de presse, il y a, n'est-ce pas, une certaine déontologie, n'est-ce pas, de l'homme de presse. Il faut respecter l'investigation, la recherche de la vérité. Il faudrait que vous alliez, n'est-ce pas, à la vérité. Que vous dites exactement les choses telles qu'elles sont. Quel que soit, n'est-ce pas, le bord auquel vous appartenez. C'est ce que je dirais. Oui, monsieur Elele, pardon, je reste avec vous. Oui. Je reste avec vous. Nous allons, je l'avais annoncé tout à l'heure, un temps soit peu, parler un peu du Cameroun. Oui. Voilà, nous savons qu'aujourd'hui, le Cameroun connaît des événements. Il y a dernièrement monsieur Marafa qui a été arrêté, ce qui fait une ébullition déjà au Cameroun avec le programme épervier du président Paul Biya. Donc le Cameroun est aujourd'hui en pleine mouvance. Il y a la secrétaire d'État américain Hillary Clinton qui dit que les États-Unis ne reconnaissent pas le président Paul Biya en tant que président de la République du Cameroun. Ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir. Alors vous, en tant que Camerounais, en tant qu'homme politique, quelles sont vos analyses un peu sur ce fait? Parce que je crois que le Cameroun n'est pas en reste de ce qui est arrivé aux autres pays africains. C'est pour ça que je n'aime pas me cantonner quand je parle d'un pays spécifique et exclusif. J'aime bien dire l'Afrique. Oui. Donc aujourd'hui, où va le Cameroun? Est-ce qu'on sait ce que le Cameroun va devenir demain? S'agissant, n'est-ce pas, de monsieur... Il y a une vague d'arrestations, policiers, magistrats, hommes politiques, tout le monde est en train d'être arrêté aujourd'hui au Cameroun. S'agissant de monsieur Marafa Amidou, je voudrais dire ceci. Lorsque vous avez, n'est-ce pas, eu à poser des actions dans le cadre, n'est-ce pas, de l'exercice, de vos fonctions, et que on se rend compte que les actions que vous avez posées sont des actions qui ont causé des préjudices, par exemple, à la personnalité du président de la République, il faudrait, n'est-ce pas, qu'à un moment donné, vous puissiez payer pour ça. S'agissant... Parce que M. Marafa Amidou a été... Est-ce que ce n'est pas la Libye que nos présidents généralement utilisent pour dire qu'ils voulaient faire un coup d'État? Est-ce que ce n'est pas cette M. Marafa Amidou a été, n'est-ce pas, impliqué dans une affaire d'achat d'avion, Albatros. Alors, il se trouve que au moment où... un avion pour faire quoi? Pour un coup d'État? Un avion présidentiel. Parce qu'à un certain moment, le président voulait acheter un avion. Alors, il se trouve qu'il a donné, n'est-ce pas, des instructions pour qu'on fasse des recherches au niveau de l'achat. Il se trouve qu'il y a eu, n'est-ce pas, pour l'achat de cet avion, il y a eu des détournements qui ont été faits. Et M. Marafa Amidou a été parmi, n'est-ce pas, les hommes qui ont été dans cette transaction financière. Alors, il se trouve que la justice a fait ses enquêtes pendant au moins 2 ans et qu'on s'est rendu compte qu'à certains niveaux, son nom apparaissait toujours avec le nom de l'ancien Premier ministre, M. Inoni Ephraim. Il se trouve donc que le président de la République a donné dernièrement des instructions au secrétaire général de la présidence pour qu'on puisse, n'est-ce pas, les inviter à la police pour interrogation. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, n'est-ce pas, à la police, il se trouve que les policiers leur ont montré qu'il y avait, n'est-ce pas, des faits à conviction qui montraient qu'ils étaient coupables dans cette affaire. Raison pour laquelle, pour besoin d'enquête, ils ont été transférés, n'est-ce pas, à la prison de Koningui de Yaoundé. Ils ont été transférés à la prison de Koningui de Yaoundé juste pour, n'est-ce pas, qu'on puisse faire des enquêtes. Pourquoi? Parce qu'il
il y a déjà des faits qui ont été établis, ils sont impliqués dans cette affaire, qui ont eu une part active dans les malversations financières qui ont été faites par rapport, n'est-ce pas, à l'achat de cet avion. Et c'est ce qui explique aujourd'hui l'arrestation en vague aussi des magistrats au Cameroun? S'agissant, n'est-ce pas, des arrestations en vague au Cameroun, il se trouve que vous connaissez vous-même qu'il y a, n'est-ce pas, cette campagne qui a été menée depuis au moins 3 ans, l'épervier. Alors, il se trouve qu'il y a des hommes de justice qui font des enquêtes. Il y a une commission qui est chargée, n'est-ce pas, de faire des enquêtes sur les détournements qui se font au Cameroun. Les gens, je vais vous dire une chose très claire. Les gens vont en prison au Cameroun, pas parce que M. Biya voudrait, n'est-ce pas, envoyer les gens en prison. Ils vont en prison parce que la justice a établi qu'ils étaient coupables. Raison pour laquelle ils sont en prison. Alors, moi en tant que juriste, quand je regarde, n'est-ce pas, comment la procédure judiciaire est faite au Cameroun pour, n'est-ce pas, transférer ces gens en prison, je me dis que ces gens, premièrement, ont droit aux avocats. Et que la procédure judiciaire qui est intentée contre eux est une procédure qui suit, n'est-ce pas, les normes du code pénal du Cameroun. Il n'y a pas des actions qui sont faites, n'est-ce pas, au niveau de ces arrestations qui sont faites. Ne venez pas... ce que je veux dire, c'est quoi? Il ne faudrait pas écouter, n'est-ce pas, ce que les gens disent dehors. Il y a des faits qui sont établis pour mettre les gens en prison. Et c'est à partir de ces faits que les gens sont... Monsieur Lélé, les États-Unis ne reconnaissent pas le président Biya comme étant président du Cameroun. Je veux vous dire une chose. Lorsque je regarde, n'est-ce pas, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'un pays autonome, on parle d'autonomie, on parle d'autogestion du pays. Et au niveau, n'est-ce pas, de la Charte des Nations Unies, on dit, n'est-ce pas, que un pays n'a pas le droit, n'est-ce pas, de s'ingérer dans les affaires internes d'un pays. Et que je vois Mme Clinton s'élever et nous dire au Cameroun que le président que nous avons élu par la voie démocratique n'est pas reconnu par eux, je me dis qu'il y a un problème. Un problème, n'est-ce pas, de contrôle. Vous ne pouvez pas venir au Cameroun nous dire comment nous on doit faire la politique. Mais c'est dans ce sens-là que tout à l'heure je vous ai posé la question de savoir si nos présidents ne sont pas des marionnettes de grandes puissances. Non, il y a certains présidents qui arrivent au pouvoir par l'usurpation, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, par l'aide de l'Occident. Et il y a d'autres qui ont la légitimité populaire. Dont le président Paul Biya. Et dans le cas de M. Paul Biya, il a eu, n'est-ce pas, son pouvoir par la légitimité populaire. Ça fait 30 ans que M. Paul Biya est au pouvoir. Quand prendra-t-il sa retraite? M. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Il est venu, n'est-ce pas, au pouvoir parce qu'il y a eu il était le successeur constitutionnel de l'ancien président Ahidjo. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Mais il se trouve que les Camerounais, c'est les Camerounais qui veulent que M. Paul Biya soit là. Et ça, c'est un langage politique, M. Ce n'est pas un langage politique. Au Cameroun, nous avons ce qu'on appelle aussi la démocratie. Lorsque, maintenant, je vais rentrer un peu dans les détails, n'est-ce pas, des éléments de la démocratie. Alors, moi, je vais investiguer la démocratie au Cameroun en ceci. Je me pose certaines questions. Je me pose la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun, nous avons une pluralité de partis politiques? Je dis oui. Est-ce qu'au Cameroun, n'est-ce pas, nous avons les élections libres? Je dis oui. Est-ce qu'au Cameroun, n'est-ce pas, la population a le droit, n'est-ce pas, d'exprimer ses pensées vis-à-vis, n'est-ce pas, de la politique telle qu'elle est menée par M. Biya? Je dis oui. Est-ce qu'il y a une liberté de presse? Je dis oui. Alors, il est vrai, cette démocratie n'a pas encore atteint sa perfection, mais il y a effectivement... Quelles sont les failles de la démocratie au Cameroun? Je pense que, si vous parlez de failles de la démocratie au Cameroun, je vais regarder, n'est-ce pas, du côté de l'opposition. Parce que, pour moi, un homme politique, c'est un homme intègre. Un homme politique, c'est celui qui sert le peuple. Alors, quand je regarde, n'est-ce pas, la structure de l'opposition, et je regarde, n'est-ce pas, les comportements des hommes politiques de l'opposition au Cameroun, j'ai des frayeurs. Pourquoi? Parce que ces hommes ne servent pas les intérêts du peuple.
Monsieur Lélé, si vous permettez, je vais vous arrêter là. La régie me fait dire qu'on est arrivé. Mais je pense, je vais demander à la direction d'Ivoire TV, et nous allons vous inviter parce que le Cameroun, moi, m'intéresse. En tant qu'homme de presse, je fais des recherches sur tous les pays en Afrique. Voilà, j'ai fait des émissions sur le Mali, sur le Burkina, et tout le plaisir serait pour moi de faire une émission avec vous sur le Cameroun. Comme ça, nous pourrons discuter en long et en large, aussi bien des avantages et des inconvénients de la démocratie au Cameroun. Voilà, je voudrais demander à mes invités, y compris vous, Monsieur Lélé, nous arrivons au soir de cette émission. En Côte d'Ivoire, Monsieur Boabré, je vais commencer par vous, je vais terminer par vous. Allons-y. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, en tant qu'Ivoirien, je l'avais dit tout à l'heure, nous sommes obligés de manger dans la même assiette, mais à quel prix? Et quelle est cette Côte d'Ivoire que nous allons léguer aux générations à venir? C'est un peu votre dernier mot de la soirée, je fais un tour de table. C'est ça, la Côte d'Ivoire que je souhaiterais qu'on lègue aux générations futures, c'est une Côte d'Ivoire démocratique. Voilà que... si vous vous rappelez, c'est je crois en 90 que le multipartisme a été décrété en Côte d'Ivoire. Donc plus de 20 ans après, on se retrouve encore en Côte d'Ivoire avec des prisonniers politiques. C'est-à-dire des gens, on appelle prisonnier politique, quelqu'un qui a été mis en prison à cause de ses opinions. C'est-à-dire ce qu'il dit ne va pas dans le sens des caresses des poils de celui qui est au pouvoir. Pour cela, on le prend pour le mettre en prison. C'est triste. Après 20 ans, après 20 années que le multipartisme soit décrété en Côte d'Ivoire, on compte encore les prisonniers politiques. Ça, ce n'est pas sain pour un pays qui a envie de se moderniser et qui a envie d'être qui doit être appelé pays démocratique. Donc, ceci dit, moi, je souhaiterais justement que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui fassent un effort pour permettre à l'opposition de s'exprimer. Et qu'on n'envoie pas les gens au cimetière parce qu'ils disent quelque chose qui ne vous arrange pas. Et ça, il y a un leader politique du parti au pouvoir qui l'a dit ouvertement, que jusqu'à présent, ceux qui ont dit des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils veulent, se retrouvent au cimetière. Ça, ce n'est pas sain si nous voulons vraiment construire un État fort, un pays qui doit rendre service à nos enfants et à nos futurs enfants. Donc, je crois que c'est très important. Le comportement des politiciens est très important. Merci bien, M. Boabré. Monsieur Aïdara, oui. Une Côte d'Ivoire à léguer aux générations futures. Nous, on ne sera pas là. Nos enfants vont venir. Okay. Qu'est-ce qu'on doit leur laisser? Je dirais plutôt que le processus démocratique est long et c'est un chantier infini. Vous vous rappelez, nous vivons ici aux États-Unis, c'est un processus, personne n'est arrivé. Mais pour arriver là, il faut éduquer le peuple, c'est très important. Il faut enseigner la démocratie à l'école, et les principes même de la démocratie à l'école, aux enfants. C'est à ce prix-là que nous allons arriver demain à léguer vraiment un héritage noble. Pour revenir au Cameroun un peu, je vais juste dire deux mots. La Transparency internationale a bel et bien impliqué M. Biya comme le chef d'orchestre des détournements de fonds au Cameroun. Alors, nous le savons bien. Je suis désolé, c'est moi qui l'ai dit. Il va dire qu'il y a encore, les gens sont côté des Occidentaux, mais l'un des parrains du pouvoir camerounais, c'est le pouvoir français. Donc on ne peut pas aujourd'hui nous dire, quand ça va de l'autre côté, on est avec les Français, quand ça ne va pas, on dit non, ils sont contre nous. Quand nous parlons de souveraineté, je dis non, arrêtons, nos gouvernements ne peuvent pas vivre sans les prendre des emprunts au FMI et à la Banque mondiale. La souveraineté d'abord commence par là. On n'arrive même pas d'abord à nourrir nos populations, alors que nous avons des terres fertiles et tout et tout. Il dit non, je suis désolé, il faut que nous soyons réalistes. Réalistes et réalistes. Et sûr. Concernant la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il y a des améliorations à faire, mais je dis que quand même, la crise ivoirienne, quand même, si on fait un petit compte, c'est un peu la poste aussi. Hein. On a participé quand même à mettre ce pays à fait à 100. Il faut que nous essayions de voir un peu nos positions et être un peu conciliants vis-à-vis des tensions. Parce que la presse ajoute un peu trop. Il faut reconnaître des deux côtés. Je ne dis pas c'est du côté du pouvoir ou de l'opposition. Mais les deux presses essaient d'ajouter un peu. Il faut que les médias choses. Donc moi, tout ce que j'ai dit, comme Boabré a dit, qu'il a été licencié parce qu'il est de l'opposition, j'ai dit non, M. Ouattara ne le connaît même pas. S'il y a des gens qui l'ont fait, peut-être qu'ils l'ont fait peut-être à leur propre compte. Sinon, M. Ouattara ne sait même pas que M. Boabré est BT et qu'il est FPI. Non, il ne sait même pas.
Mais peut-être que quand il est venu, il a parlé de restructuration de l'administration, qu'il y a trop de gens. S'il y a des gens qui ont licencié, si M. Boabé pense qu'il a été licencié illégalement, qu'il saisit qu'on appelle le pouvoir. Il a un droit de recours. Moi, je pense qu'à part là, il peut se faire attendre. Parce que souvent, il peut être victime de quelqu'un sans que le pouvoir ne sache. Je suis désolé pour son cas. Je pense que nous devons nous réconcilier. Nous sommes obligés de se réconcilier. Nos enfants sont ensemble, nos familles sont ensemble. On n'a pas le choix que de vivre ensemble. Je vous remercie. Voilà, non, mais, Monsieur Boabré, j'ai donné deux minutes à... Ok. Oui, mais justement, juste une petite minute, comme j'ai été cité là. Okay. Parce que dans ce débat-là, rapidement, voilà, dans ce débat-là, j'ai jamais dit qu'on m'avait licencié parce que j'étais bêté. Hein. Moi, j'ai eu une note officielle que je considère qui est officielle. On me dit que c'est la restructuration et puis qu'il y avait eu un audit, que mon poste n'était plus valable, donc il fallait que je parte de la mission. Donc c'est dire quoi, que ce que je fais n'est plus important pour la mission. Bon, mais malheureusement, quand le président Ouattara est venu ici, on m'a fait appel. Quand vous dites la mission? La mission de Côte d'Ivoire. Auprès de l'ONU, ici à New York. Okay, voilà. Donc m'a dit que bon ben votre poste d'attaché de presse ne fait plus partie du nouvel organigramme. Donc il fallait que je parte. Ok, ça veut dire que ce que je faisais n'est plus important. Mais paradoxalement, quand le président de la République est arrivé ici, la même mission m'a fait appel alors que j'étais au chômage, m'a fait appel pour venir travailler avec l'équipe de la RTI. C'est donc moi qui ai monté toutes les vidéos du séjour de M. Ouattara qui sont passées à la télévision ivoirienne. C'est pour vous dire que je ne sais pas ce que je vais dire. Étais-je important ou alors ne l'étais-je pas? Bon, donc moi je me pose la question de savoir... Est-ce que ce n'était pas en tant qu'Ivoirien qu'on vous a fait appel? Oui, mais c'est en tant qu'Ivoirien je suis parti. Mais en tant qu'Ivoirien on devait me garder là pour faire ce travail-là. Puis si maintenant on m'appelle pour faire le travail, c'est que ce que je faisais était important. Donc la question maintenant se pose, est-ce que vraiment c'est parce qu'il n'est pas important qu'il s'en va? Maintenant si c'est parce qu'il est BT ou bien parce qu'il est FPI, bon enfin, je ne peux jamais changer de ne plus être BT ou bien de ne plus être autre chose, mais là je laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Merci, voilà. Merci bien, monsieur Boabré. Voilà. Monsieur Elele, je crois que je vous ai fait la promesse de vous inviter de nouveau sur ce plateau. Oui. Le cas du Cameroun me touche à plus d'un titre, me concerne à plus d'un titre. Nous allons faire une émission spéciale sur le Cameroun. Je prendrai rendez-vous avec vous et bien sûr avec d'autres Camerounais de l'opposition. Oui. Parce que ça ne serait pas à vous seul, avec d'autres Camerounais de l'opposition. Votre dernier mot pour ce soir, chacun de vous a eu 2 minutes. Oui, je pense que pour l'avenir de la Côte d'Ivoire, il faudrait, n'est-ce pas, que les hommes politiques ivoiriens, n'est-ce pas, nous donnent des gages que la réconciliation, quelle qu'il la prône, sera une effectivité. Une effectivité dans quelle mesure? Dans la mesure où il n'y aura plus, comme vous avez parlé si bien, des dégommages, parce que lorsque je parle avec les Ivoiriens, qui sont, n'est-ce pas, Djoula, mais j'ai beaucoup d'amis ivoiriens qui sont là. Voilà ce qu'ils me disent. Nous avons pris le pouvoir, nous n'allons plus le remettre. Alors, moi j'ai des frayeurs. Raison pour laquelle je dis, il faudrait que les hommes politiques ivoiriens, n'est-ce pas, nous donnent des gages que les nominations, la cession, n'est-ce pas, au bien, n'est-ce pas, du pays ne seront pas faits par rapport, n'est-ce pas, à une appartenance ethnique, mais que c'est le mérite qui sera, n'est-ce pas, la valeur à laquelle on va juger tout le monde. C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Il faut juger tout le monde par leur valeur intrinsèque. Ce sont les derniers mots de M. Elele. Et je le cite, il est encore avec moi. Chers amis des grandes interviews, je recevais ce soir M. Mathieu Boabré, journaliste de formation. Il était, comme il le disait lui-même tout à l'heure, attaché de presse à la mission ivoirienne auprès des Nations Unies. Je recevais aussi avec moi M. Chérif Haïdara, fondateur, directeur de publication du journal Le Griot, ici à New York. Et puis M. Désiré Elele, juriste de formation. M. Elele est le représentant du parti ici, d'un parti, M. Elele. Vous êtes le RDPC, New York 3, et vous êtes aussi le directeur de campagne du candidat René Ngomo pour les élections futures au Cameroun. Donc à ce titre, là, nous allons prendre rendez-vous. Bonsoir chers amis, dormez bien, pourquoi pas.
On se retrouve le mercredi prochain à la même heure et au même lieu. Ivoire TV vous salue. Bonsoir.